J'appelle l'agent Long, tu peux me couvrir? La séquence suivante de caméra corporelle a été partagée par Police Activity le 22 août de cette année. Moïse May, 36 ans, a attaché une chaîne pour chien autour du cou de sa petite amie et l'a fixée au sol d'une chambre au 2e étage. Des voisins à proximité ont entendu les cris d'une femme et ont décidé d'appeler la police. Le 16 août, vers 19h, la police a essayé d'entrer par le 1er étage mais a vite réalisé qu'il était barricadé. Ils ont essayé de défoncer les portes et de briser les fenêtres, mais sans succès. À un moment, un agent a pointé la fenêtre ouverte du 2e étage. Ils ont pris l'échelle d'un voisin et sont montés. Y a-t-il quelqu'un d'autre à l'intérieur? Ce qui va suivre maintenant est vraiment fou, presque incroyable. La pièce montre une femme portant une chaîne autour du cou. Elle s'excuse auprès de l'officier, semblant penser que c'est de sa faute si elle s'est retrouvée attachée. Mais il n'y a personne d'autre. Les ambulanciers utilisent un coupe-boulon pour enlever la chaîne du cou de la personne. Deux jours après l'incident, le coupable a été arrêté. Il fait face à plusieurs chefs d'accusation, dont l'enlèvement. Selon une citation d'arrestation de Law and Crime, les deux personnes se disputaient, entraînant une réaction violente du coupable. Il aurait menacé sa vie à plusieurs reprises, lui a pris son téléphone, l'a enchaîné au sol, puis est parti. Il a plaidé non coupable et a eu une audience au tribunal. Étant donné que cette affaire est assez récente, je n'ai pas trouvé de nouvelles informations à ce propos. Cette affaire m'a immédiatement rappelé cette femme enchaînée quelque part dans l'est de la Chine. Ses dents ont été arrachées et le bout de sa langue a été coupé pour la réduire au silence. Elle était utilisée pour faire des enfants. Le supplice enduré par cette femme pendant des années est parmi les pires choses que j'ai vues. Je pourrais en parler plus en détail car des choses comme ça sont bien plus courantes qu'on ne le pense. Actuellement, de nombreuses personnes sont peut-être retenues captives chez elles, espérant un jour être secourues. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode. Vous pourrez toujours vous désabonner. La séquence suivante de Dashcam a été partagée sur Reddit par l'utilisateur JDVX8. Elle date du 26 février 2022 et s'est déroulée au Chili. Il lui a donné le titre « Que faire s'ils essaient de voler votre voiture ?» La vidéo montre des activités suspectes avant le vol de la voiture. On voit la voiture ralentir excessivement puis s'arrêter. Une fois la voiture arrêtée, 4 personnes en sortent et courent envers le conducteur. Le conducteur semble avoir soupçonné que cela allait arriver, et il a rapidement accéléré, endommageant la voiture des malfaiteurs et quittant les lieux d'une manière étonnamment calme. Sur Reddit, il précise que l'incident s'est déroulé au Chili, apportant ainsi plus de contexte. Je ne conduisais pas mais j'empruntais fréquemment ce trajet.
Ici, ce type de carjacking est devenu tellement courant qu'il est risqué de sortir en voiture après 22 heures et tous les conducteurs ont appris à garder leur distance avec les voitures devant eux aux sorties. Quant aux mises à jour, il n'y en a jamais eu, ce commentaire étant l'un des 2 seuls que l'utilisateur Reddit ait jamais posté. Hunter Hogan est un YouTuber qui s'est lui-même opéré à plusieurs reprises par Garlatis pour retirer sa tumeur. Autrefois avocat aux États-Unis, il est devenu sans-abri par la suite. La biographie de sa chaîne YouTube indique « Je ne suis pas un YouTuber, je suis une personne handicapée, pauvre et sans-abri. Je n'ai jamais voulu être un YouTuber. Je fais des vidéos car le soutien des spectateurs m'aide à survivre depuis octobre 2019. Avec un soutien suffisant, je pourrais guérir et retrouver mon autonomie. » Il a une chaîne YouTube assez active où il documente sa vie et ses conditions en tant que sans-abri. J'ai commencé à devoir mendier de l'aide pour me remettre sur pied et pour que ma vie ne décline pas davantage. J'ai dû supplier pour J'ai encore honte d'être trop faible, trop malade pour prendre soin de moi. Il a aussi un site web où il publie des vidéos de lui-même en train de réaliser des autochirurgies, probablement parce qu'il n'a pas assez d'argent pour payer une opération. Le titre de certaines des vidéos indique « Cautérisation d'infection sur mon genou gauche, autochirurgie sur un grain de beauté et autochirurgie sur une tumeur ». Je ne peux rien montrer ici en raison du contenu graphique de ces vidéos, mais c'est vraiment troublant. L'état de Hogan se détériore de jour en jour et honnêtement, c'est douloureux à regarder. Sortir du piège de l'itinérance chronique est difficile. L'un de mes obstacles, c'est que je n'ai pas assez de revenus. En plus de ça, être sans abri rend chaque tâche plus difficile. En ce moment, par exemple, j'essayais de chercher en ligne un logement permanent. Internet coupe par intermittence sans que je sache pourquoi ni que je puisse y faire quoi que ce soit. Puis un chien a commencé à aboyer. Et pour moi, c'est un problème qu'on appelle créer des symptômes. J'ai mis des bouchons d'oreille pour m'aider. J'ai plein d'autres problèmes de santé qui créent des soucis et demandent une partie de mon temps et de mon attention. Vous l'avez peut-être remarqué? Un bouchon d'oreille découpé dans ma bouche. J'utilise ça parce que mes dents deviennent parfois tellement pointues qu'elles me coupent les gencives, les lèvres ou l'intérieur de la bouche. Il vit actuellement de l'argent gagné grâce à son Patreon. Cette affaire m'a rappelé ce youtubeur russe qui pratique aussi l'autochirurgie, essayant de retirer des caméras de son œil. Si vous n'avez pas vu ça, c'est le premier sujet dont je parle dans l'épisode 9 de ce format. Je voulais parler de cette affaire depuis un moment parce que les images, même si elles ont été filmées il y a très longtemps, sont vraiment horribles. Sans contexte, cela paraît presque faux. Beaucoup d'entre vous devraient nous connaître l'affaire Jessie Jo Stoddard. Cependant, les vidéos réalisées par les auteurs tout au long de cette affaire sont vraiment d'une autre nature. Jessie est victime de ce qui semble être une reconstitution déformée du film d'horreur Scream. Les auteurs, Brian Lee Draper et Tori Michael Adamczyk, tous deux âgés de 16 ans à l'époque, ont enregistré des vidéos de type documentaire, affirmant qu'ils voulaient faire la même chose au lycée que ce qu'ils avaient vu dans les films d'horreur Scream. Jessie, 6 ans, était la cible. Ce qui suit est une élimination stratégique des minutieusement documentées de Jessie, ne laissant aucun doute sur le fait qu'elle n'était ni aléatoire ni non intentionnelle. Ils affirment à plusieurs reprises, mais c'est en qu'ils savent que c'est mal de le faire, mais qu'ils devaient s'en tenir au plan. As-tu vu, Tori? Il est censé être ici à 7h03. Il est 8h19. Il a 1 heure de retard. Tu t'en fiches, n'est-ce pas? Ah d'accord. 22 septembre 2006. On sèche notre 4e heure. On est en train d'écrire notre plan en ce moment. Je suis désolé, famille de Cassie. Il fallait que ce soit elle. Nous devons nous en tenir au plan. Elle est donc parfaite. Voici un trajet en voiture. Il devrait y avoir une loi contre le fait de tuer des gens. Je sais que c'est mal, mais...
Fichtre, quand on interdit quelque chose à quelqu'un, ça ne fait qu'attiser son désir. Nous avons trouvé notre victime, et aussi triste que cela puisse être, c'est notre ami, mais tu sais quoi? Nous devons tous faire des sacrifices. Notre première victime va être la fille de Cassie. Elle va se retrouver seule dans une grande maison sombre, perdue au milieu de nulle part. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Waouh, c'est fou. Rien que d'y penser, ça m'excite grave. Et ouais, les deux gars décident de s'habiller tout en noir et de porter des masques blancs, entrant dans son sous-sol qu'ils avaient eux-mêmes déverrouillé auparavant. 22 septembre 2006. Nous savons qu'il y a beaucoup de portes, beaucoup d'endroits où se cacher. J'ai verrouillé les portes arrière. C'est tout ce que j'ai verrouillé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. Les deux agresseurs, armés de couteaux, ont tenté en vain de l'attirer au sous-sol. Ils sont montés au salon, lui ont ôté la vie, puis sont rapidement remontés dans leur voiture. Je viens de tuer Cassie. Nous venons juste de quitter sa maison. Ce n'est pas une putain de blague. Je viens de la poignarder à la gorge. Et j'ai vu son corps sans vie disparaître. Mec, je viens de tuer Cassie. J'ai eu l'impression que ce n'était même pas réel. Je veux dire, c'est allé tellement vite. Lors de l'interrogatoire, les deux gars se rejetèrent de la faute pour avoir commis l'acte. Brian a affirmé que Tori lui avait ordonné de le faire après avoir nié initialement. Ils purgent actuellement des peines de prison à vie obligatoire, sans possibilité de libération conditionnelle. Je risque d'écorcher ce nom, mais je crois que c'est Richard Siagian. C'était un youtubeur et un tatoueur qui souffrait d'un cas extrême d'insomnie fatale. Bien que rare, cette maladie peut entraîner une incapacité totale à dormir. Dans l'une de ses vidéos, il expliquait qu'il n'avait pas dormi depuis 4 mois et qu'il avait désespérément besoin d'aide. Je n'ai pas dormi signifie que je souffre d'insomnie totale. Donc, ça fait 4 mois et mon corps se détériore en ce moment parce que mon système immunitaire s'affaiblit à cause du manque de sommeil. La vidéo montre qu'il semble épuisé et peine à s'exprimer correctement. Selon Rickert, la maladie a commencé au mois d'août, peu de temps après qu'il ait commencé un nouvel emploi. Il souffrait d'une infection urinaire et c'était très inconfortable pour lui de travailler. Pour l'aider, son patron lui a donné des médicaments. Au début, Rickert s'est senti mieux et a pu travailler. Cependant, au fil de l'évolution de la situation, il a commencé à remarquer que quelque chose clochait. Il n'arrivait pas à dormir et souffrait de terribles douleurs au dos. Au bout d'un moment, bientôt, j'ai pensé que je n'arrivais pas à dormir à cause de mon infection urinaire ou parce que je prenais ce médicament depuis un certain temps. Je n'ai pas réalisé tout de suite qu'après avoir arrêté ce médicament, je n'arrivais plus à dormir. Plus du tout. Chaque fois qu'il essayait de dormir, il ressentait une décharge électrique soudaine dans sa colonne vertébrale. En raison de son état, Rick a dû rester complètement alité, ce qui l'empêchait de travailler ou de suivre sa routine. Selon lui, le médicament qu'il prenait contenait un ingrédient appelé fluorure nucléaire qui agissait comme une neurotoxine et traversait la barrière hémato-encéphalique, endommageant complètement ses neurones. C'est ce médicament qui contient du nucléofluorure capable de traverser la barrière de mon cerveau. C'est probablement cela qui a causé mon problème maintenant. Donc, je veux vérifier les dommages causés à mes mitochondries sur la moelle épinière et les nerfs. Ricard travaillait à Philadelphie, mais il est retourné en Indonésie voir sa mère malade. Une fois arrivé, il a consulté un médecin qui lui a prescrit des médicaments, mais sans succès. Les médicaments le rendaient l'un plus anxieux et aggravaient sa situation. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin de vivre. J'ai vraiment besoin de vivre. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi. Dans la description, il demandait de l'aide aux gens car il devait subir une intervention, mais il manquait d'argent. Bonjour, je suis Richard Siagian. Il a expliqué ses sentiments au quotidien. Je souffre d'un problème de santé causé par un protocole neurotoxique lourd qui a endommagé mon organisme comme une déplétion mitochondriale, etc. Mais le problème le plus invalidant et certainement mortel est l'incapacité totale à dormir. Depuis cette blessure, il y a 1 an, mon cerveau reste éveillé en permanence et j'ai perdu la capacité naturelle de m'endormir à cause de l'incapacité à enregistrer. Mon corps, fatigué et somnolent, supplie pour plus de sommeil, mais mon organisme ne comprend pas. Au lieu de cela, il répond par une douleur nerveuse constante, une sensation débilitante et une pression profonde le long de ma colonne vertébrale, ma poitrine et tout mon corps.
La sensation d'être électrocuté, vidé, aspiré, mêlée à celle de tomber d'un endroit élevé pendant des heures toute la journée, du midi jusqu'au soir, est souvent accompagnée d'une poussée soudaine comme un retour de rejet du sommeil. Toute cette réaction est la douleur la plus torturante et abusive que j'ai jamais ressentie de ma vie, et je la supporte encore chaque jour jusqu'à présent. J'ai essayé de rester positif face à la situation, mais je ne suis qu'un humain. La seule chose que je pourrais souhaiter comme dernier espoir, c'est un traitement par cellules souches pluripotentes. Mais le défi, c'est l'argent. Mon Dieu, je donnerais mes 2 jambes en échange si je pouvais dormir au moins 3 heures par nuit sans substance. Je suis vraiment désespéré de dormir. Après la vidéo, Ricard commencerait à attirer l'attention et commencerait à se filmer alors que son état se détériorait. Au fil du temps, les vidéos devenaient de plus en plus inquiétantes. Les vidéos montrent Ricard tentant de dormir, mais se réveillant brusquement au moment de s'endormir. Le médicament qu'il a pris est connu pour ses effets secondaires extrêmes, comme des lésions nerveuses et la paralysie. Finalement, Ricard publiera sa dernière vidéo 5 jours avant sa mort, le 9 décembre 2016, après avoir passé 15 mois sans dormir. Imaginez ne pas pouvoir dormir pendant plus d'1 an. Cette affaire concerne une secte très dérangée dirigée par un homme se voyant comme un vampire et recrutant des femmes pour cette secte. Cela se termine par la mort d'une femme dont le corps est retrouvé démembré dans des sacs mortuaires. Sydney Louve était une femme de 24 ans qui a disparu après être sortie avec une femme qu'elle avait rencontrée sur Tinder. Avant son rendez-vous, elle a posté un selfie sur Snapchat avec la légende « Prête pour mon rendez-vous ». Elle n'est jamais revenue. Inquiet pour sa sécurité, ses parents ont contacté les forces de l'ordre local. Sa voiture était toujours garée dans l'allée de sa maison, mais elle était introuvable. La femme qu'elle a rencontrée était Bailey Boswell, qui se faisait appeler Audrey, un faux nom. Choix assez intéressant, car son petit ami s'appelle Aubrey Trail, donc il n'y a qu'une seule lettre de différence entre les 2 prénoms. Bailey et Sydney ont décidé de se rencontrer. Le lieu du rendez-vous était le domicile même de Sydney. Étonnamment, le premier rendez-vous s'est très bien passé, alors ils se sont revus le lendemain. Une caméra de vidéosurveillance a capté Sydney quittant son lieu de travail vers 18h et rentrant chez elle. Bailey Boswell a dit à la police qu'elle ignorait où était Sydney. Avant que les policiers ne puissent l'interroger davantage, elle est partie avec son petit ami Aubrey. Alarmée par la disparition soudaine de Sydney, la police est allée vérifier sa chambre pour ne trouver que ses lunettes et son sac à main laissé dans l'appartement. De plus, son chat n'avait pas été nourri, ce qui était inhabituel. Le propriétaire habitant au-dessus de l'appartement de Bailey s'est aussi plaint d'une forte odeur de javel émanant du sous-sol. L'odeur était si forte qu'elle a fait vomir un membre de la famille vivant à l'étage supérieur. Une autre chose étrange était que la climatisation dans son appartement était restée allumée même au mois de novembre. Les agents ont confirmé que le téléphone de Sydney avait été localisé pour la dernière fois près de l'appartement de Bailey. Les principaux suspects de l'affaire étaient Bailey Boswell et son petit ami Aubrey Trail. Aubrey était le chef d'une secte et s'identifiait comme un vampire. Il entretenait des relations intimes avec plusieurs femmes, qu'il appelait ses sorcières. Il avait un ensemble de règles bizarres que toutes ces sorcières devaient s'en suivre. Certaines de ces règles incluaient lui envoyer un message toutes les 3 heures, ne pas parler à d'autres hommes, l'appeler leur sugar daddy et le plus surprenant de tout, ôter la vie à quelqu'un d'autre. Aubrey avait un passé d'escroquerie et de trafic d'êtres humains au moment de la disparition de Sydney. Bailey et Aubrey étaient déjà en fuite pour avoir commis des fraudes au Kansas. Les policiers ont finalement obtenu un mandat de perquisition pour leur appartement, mais les suspects, semblant au courant, ont rapidement pris la fuite. Quelques jours après, les images suivantes ont été publiées. Sur les images, on peut voir Aubrey et Bailey acheter une scie à métaux de 30 cm, 2 gallons d'eau de javel, quelques sacs poubelles, une scie pliante pour arbres et un couteau seulement quelques heures avant le 2e rendez-vous de Sydney. 1 heure plus tard, Aubrey entrerait chez Menard, le lieu de travail de Sydney. À ce moment-là, Sydney n'était pas au courant et ne l'a donc pas vraiment remarqué. Pendant qu'il était chez Menard, Aubrey achèterait encore de l'eau de javel et partirait environ 21 minutes après. Dans une autre vidéo, au centre commercial Edward, on peut voir Bailey et Aubrey acheter des moulins à aliments, un coupe-herbe et une scie pliante. Après la diffusion de la vidéo, la police a annoncé qu'Aubrey et Bailey étaient des personnes d'intérêt et qu'ils étaient recherchés. Ce qui s'est passé ensuite était franchement incroyable. Bonjour Lincoln, Omaha et probablement plusieurs autres endroits. Voici Aubrey Trail et voici Bailey Boswell. Je suppose que vous la connaissez aussi sous le nom d'Audrey. Mais nous avons passé les derniers jours à nous voir traîner dans la boue et crucifiés dans les journaux, les actualités et tout le reste. Alors nous avons pensé qu'il était temps de donner notre version des faits. Aubrey et Bailey ont posté une vidéo d'eux sur le profil Facebook de Sydney Lewis.
Dans la vidéo, ils affirment qu'ils sont innocents et qu'ils n'ont rien à voir avec l'affaire. Le service de police de Lincoln veut apparemment que tout le monde croie que nous nous cachons, que nous ne leur avons pas parlé, que nous les évitons. Ils vous disent qu'ils ont toutes ces pistes, que Sydney a été vue pour la dernière fois et Wilbur, vous avez entendu toutes ces histoires sur mon passé criminel. Tout est vrai. J'ai été condamné pour chèque, sans provision, falsification et tout ce genre de choses. Je pense être désormais une personne d'intérêt. Je prie pour Sydney et espère qu'elle sera vite retrouvée. Mes meilleurs vœux à la famille. Dommage qu'elle n'ait pu être des vôtres pour Thanksgiving. Cette vidéo est très étrange, surtout la façon dont il parle d'Ia. Il semble étonnamment calme face à la situation. Peu après, Aubrey ferait une autre vidéo exposant ses opinions sur l'humanité et l'Amérique. Ils ont été surpris dans un motel à Branson, Missouri, alors qu'ils prévoyaient de fuir au Mexique. Les restes démembrés de Sydney ont été retrouvés quelques jours plus tard, le long d'une route de gravier, à environ 60 miles de l'endroit où elle avait été vue en dernier. Des parties du corps ont été retrouvées enveloppées dans des sacs poubelles, accompagnées de quelques jouets sexuels, de gants en caoutchouc, de vêtements et de draps. Initialement, Aubrey et Bailey ont nié toute culpabilité. Mais au fil du temps, leurs aveux ont évolué. Pendant le procès, Aubrey s'est soudainement planté un objet pointu dans le cou et s'est effondré au sol. Bailey est innocent et je vous maudis tous. Il a été rapidement conduit à l'hôpital et sauvé. Aubrey et Bailey ont été reconnus coupables lors du procès. Trail a été condamné à mort et Boswell à la prison à vie. Cette affaire est assez récente et concerne une TikTokeuse et sa mère qui ont ôté la vie à un homme qui sortait avec sa mère. Mais commençons par le début. Mahek Boukhari était une TikTokeuse semi-réussie avec près de 130 000 abonnés. Elle a quitté la fac pour faire carrière sur les réseaux sociaux. Elle gagnait une somme importante grâce à des partenariats avec des marques et des lancements de produits. Sa mère, Ansarine, faisait partie intégrante de sa présence sur les réseaux sociaux, allant même jusqu'à qualifier leur relation d'élite, quoi que cela veuille dire. La mère de Mahek, Ansarine, est sortie avec un homme nommé Saqib en 2019. Cela a duré environ 3 ans. N'oublions pas l'importante différence d'âge entre eux. Finalement, elle a essayé de rompre avec lui, mais il l'a alors menacée de la faire chanter avec des images explicites, disant qu'il les enverrait à son mari. Ansarine a tout raconté à sa fille Mahek. Au lieu d'aller à la police, elle complotait pour punir Saqib. Ils ont organisé une rencontre, promettant à Saqib 3000 livres s'il gardait le silence sur le chantage. C'était environ le montant que Saqib dit avoir dépensé pour la relation. Mahek a été aidé par plusieurs hommes dans son plan visant à ôter la vie à Saqib. Il devait se retrouver avec Saqib sur le parking d'un Tesco local. Saqib et un de ses amis nommé Hashim, qui n'étaient absolument au courant de rien, sont allés à l'endroit, ont réalisé que quelque chose n'allait pas, puis sont repartis en voiture. 2 voitures les ont suivis. Saqib, comprenant ce qui se passait, a appelé la police. Il a répété craindre pour sa vie, affirmant que les voitures qui le suivaient le percutaient. Il implorait l'aide de la police. Cependant, la police n'est jamais venue. Il a percuté un arbre avec sa voiture, provoquant l'explosion du véhicule. L'un d'eux est mort. Les auteurs ont été identifiés grâce à la vidéosurveillance. Ils échangèrent des messages. Des images de caméras corporelles et des vidéos d'interrogatoire de la rencontre avec Mahek existent. Dans l'Audi. Il y a une voiture qui arrive sur la droite, une Leon, une Seat Leon. Je ne connais pas le modèle ni rien, mais elle était bleue. Elle est descendue tout droit, pas de vitesse, rien, normal sur la droite. Nous étions toujours sur la gauche. Cette voiture de droite est arrivée, puis la Léon, la bleue, est venue juste à côté de moi et s'est placée juste devant moi, pas très près. Je me suis toujours dit que je suis une très bonne conductrice pour ça. Je conduis depuis 5 ans, 4 à 5 ans. Sans montrer le reste, elle mentait constamment et pleurait, essayant de culpabiliser l'officier, ce qui évidemment n'a pas fonctionné. La justice a été rendue. Mahek a reçu une peine de prison à perpétuité avec une peine minimale de 31 ans et 8 mois. Ansrim a reçu 26 ans et 9 mois. Et les autres auteurs ont reçu des peines similaires. Une femme a publié ses photos sur Facebook que j'ai initialement découvertes via un post RBI il y a 2 semaines. La plupart des éléments n'ont pas été archivés, donc je me base principalement sur ce qui a été téléchargé sur Imgur et sur les informations partagées par l'auteur du post. Dans ce qui suit, la femme nettoyait des maisons vides, avant qu'elles ne soient vendues ou après que quelqu'un y soit décédé.
Pendant son nettoyage routinier d'une maison, elle est tombée sur quelque chose de vraiment étrange. Elle a découvert une maison avec des pièges à portes et des pièces cachées, située dans une zone rurale du nord de la Californie. La maison était assez ancienne. Elle aurait été construite en 1941 et appartenait à la même famille depuis lors. Elle a mentionné dans son message que la disposition de la maison est vraiment étrange, qu'il n'y a aucune cohérence et qu'il y a des pièces secrètes mal construites cachées dans les murs. La maison appartient à la fille du propriétaire d'origine, qui n'y est allée que dans son enfance et en a donc de vagues souvenirs. Parmi les déchets, nous avons trouvé plusieurs matelas tachés que la propriétaire croyait être simplement des taches de jus. Cependant, cela pourrait être n'importe quoi. Au rez-de-chaussée, une pièce cachée a été découverte à côté de la chambre. C'était une pièce inhabituellement longue avec un trou mystérieux et une porte au bout. La pièce était parfaitement intégrée au mur pour rester cachée, contenant une boîte avec tous les luminaires d'atelier. La chambre était encore plus étrange, les couches de moquette n'étaient donc pas fixées au sol. Le placard, grand avec une fenêtre sur la cour avant, avait une trappe menant à une petite pièce semblable à un sous-sol. La pièce était à nouveau cachée et n'était reconnaissable qu'à cause d'un trou qui servait à soulever la porte. D'après l'affiche, la porte était vraiment lourde, environ 45 livres. Dans la petite pièce ressemblant à un sous-sol, la femme a trouvé des lits, faits à la main, plusieurs trous d'aération, 2 petites armoires vides et un petit poêle à bois de style ancien. Le contenu du poêle était troublant et l'a poussée à appeler immédiatement la police. Selon elle, elle ne peut pas divulguer le contenu du poêle car cela fait partie d'une enquête en cours. Si je devais deviner, il s'agissait peut-être de parties humaines comme des os ou peut-être d'un membre qui avait été coupé. Sur un cadre en acier, elle a trouvé plusieurs ensembles d'initiales et une croix gravée dans le cadre. La pièce du grenier était aussi dissimulée par une grande planche clouée au mur pour masquer l'encadrement de la porte. Quand la porte a été découverte, elle a tout de suite remarqué un loquet rudimentaire et qu'elle était verrouillée de l'extérieur. Dans la pièce, elle a découvert 2 autres lits avec matelas. La moquette verte n'était pas fixée et en dessous se trouvaient de vieux journaux des années 70. Les fenêtres étaient clouées. Elles donnaient sur la maison d'un voisin. Cette pièce n'avait pas d'électricité et aucune des pièces cachées n'avait de plomberie pour évacuer les déchets. La maison était inoccupée depuis un mois. D'après elle, son atmosphère est inquiétante. Elle a dit qu'elle révélerait ce qu'il y avait dans le poêle une fois l'enquête terminée. Cependant, la publication date d'il y a presque 3 ans et il n'y a eu aucune mise à jour depuis. Un commentaire sur Facebook a attiré l'attention. J'habite dans cette petite ville apparemment perdue au milieu de nulle part mais qui se trouve sur la route de partout. Je descends d'une lignée de policiers, dont plusieurs encore en service, certains dans la région. Je n'ai pas toujours vécu ici, mais j'y ai passé une grande partie de ma vie et j'y ai appris des choses très solides. Fais attention à ce que tu publies. Cette région cache de lourds secrets au sein de sa communauté avec des histoires personnelles dépassant l'imaginable. En face, les gens seront polis, mais en privé, ne t'attends pas à la même bienveillance. Même de nos jours, nous avons des sectes actives, haineuses et violentes dans nos collines vallonnées, derrière des portails qui donnent directement sur la route. Sois simplement prudent et avisé dans la façon dont tu gères cela. Un utilisateur de Reddit a trouvé l'adresse de la maison qui était listée sur Zillow avec seulement des photos extérieures. La description de la maison correspond aux informations partagées dans la publication. Vendue en décembre 2020, elle a été revendue récemment et semble désormais être utilisée pour la location. Il n'y avait aucune photo de l'intérieur disponible sur Internet et le mystère demeure quant à ce qu'il y avait exactement sur la cuisinière. Pour rattraper les épisodes précédents, consultez la playlist. Si vous avez raté une vidéo, cliquez ici pour la regarder